Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer et vous partager mon écran en vous parlant des avantages, inconvénients de tous les business models que j'ai vus et que j'ai pu essayer. Quels sont les meilleurs business models, sur quoi je me concentrais en fonction des étapes où vous en êtes. Et ça va être vraiment super intéressant, ça va être full value. Donc si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un com et on rentre directement dans le vif du sujet sur mon écran. À tout de suite, c'est parti. Donc après plus de 7 ans d'e-commerce et de business en ligne en général, je peux justement vous faire cette vidéo pour vous partager quels sont les types de business en ligne que je recommande de lancer, quels sont justement les avantages et les inconvénients de chacun, et tout simplement le but c'est que je vous fasse une vidéo où je vous partage tout ça. Donc déjà je vais vous partager ma réalité, donc ça peut être une réalité qui va être différente pour d'autres personnes, mais moi tout simplement je vais vous dire ce que j'ai vu, et peut-être que pour d'autres personnes ce sera une réalité qui sera différente. Donc déjà il y a différents types de business, il y a l'e-commerce et on a les SaaS. Moi, je vais pas parler de l'infoproduit parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais en gros, grosso modo, les personnes qui m'entourent et les personnes que je connais, ils sont dans ces 4 catégories-là. Et donc, souvent, c'est difficile de savoir sur quoi se lancer. Est-ce que je commence en tant que freelance? Est-ce que je me lance dans l'e-commerce? Est-ce que je me lance dans les SaaS? Enfin, c'est vraiment une problématique qui est constante. Et moi, le but, là, c'est que je vous fasse gagner du temps et que vous tapez directement dans le mille. Déjà, on va commencer par le freelance. Donc, en gros, déjà, le freelance, l'avantage, c'est que on peut faire du cash rapidement. Donc ça, c'est un des gros avantages, cash flow, parce que c'est super simple généralement quand vous avez une compétence de pouvoir justement monétiser assez rapidement. Généralement, les gens qui ont des e-commerce et des SaaS, ils veulent résoudre des problématiques. Donc avoir un freelance justement qui soit disponible, moi c'est ce que j'utilise souvent. Et clairement, ça résout un vrai problème. Super simple de faire du cash flow assez rapidement. Je pense que sous, on va dire, 3-6 mois, on peut commencer à générer des bons revenus. Bien sûr, il faut se former. Et la façon la plus simple pour récupérer des clients quand vous êtes en freelance et que vous voulez justement développer une compétence, c'est tout simplement de proposer, par exemple, pour le premier client, gratuit. Et ça vous sert de proof. Donc en gros, sur les réseaux, vous allez pouvoir dire que vous travaillez avec cette personne-là, comme elle est connue. Derrière, ça va vous faire des clients. Moi, j'ai plein d'amis justement qui ont déjà fait ce type de chemin-là. Et au final, ça fonctionne super bien. Donc, bien sûr, il y a des avantages. Donc ça, pour moi, c'est des gros avantages. Donc, c'est super simple de se lancer. Les inconvénients, par contre, ça va être le fait que vous allez être limité. Déjà, c'est vous vendez votre temps. Ensuite, votre scaling, il va être limité parce que ça va être de vous-même. Donc, ça veut dire peut-être qu'au début, avec 2-3 clients, ça va être gérable. Mais au bout de plus de 3-4 clients, peut-être que justement, votre temps, au final, il va être trop limité. Vous allez être un peu partout. Et si vous voulez dépasser les 10K par mois, peut-être que ça va être compliqué. Et même peut-être que certains, ils vont être bloqués à 6K par mois. Donc, en gros, pour 6-10K, c'est pas mal. C'est atteignable et je pense que justement vous pouvez le faire et c'est vraiment pas compliqué d'arriver à ces chiffres-là. Ce qu'il faut juste, c'est de se dire, on choisit une compétence qui est demandée et tout simplement on l'améliore. Mais quand vous voyez par exemple les personnes qui s'occupent des emails, c'est possible de le faire. Les personnes qui s'occupent des landing pages aussi, c'est possible de le faire. Donc ça, c'est clairement la possibilité qui est réalisable. Ensuite, on a les agences. Donc les agences, c'est tout simplement un peu la version level up après le freelance. Et donc du coup, tout simplement, là, ce qu'on va faire avec l'agence, c'est pareil, déjà, c'est du cash flow. Le délai, il va être quand même peut-être un peu plus long parce que vous allez peut-être avoir des gens aussi à former et trouver votre équipe et que ça tourne. Donc en gros, généralement, ce passage de freelance à agence, il peut être assez difficile. Et donc du coup, ce que vous allez devoir faire, c'est recruter. Et le but, généralement, de passer en agence, donc en gros, de transformer votre freelance en agence, ça va être tout simplement de pouvoir scaler et scaling plus élevé. Une problématique généralement qui va être de personnel. Et en gros, généralement, ce qui est dur, c'est que vous gérez de l'humain. Et gérer de l'humain, des fois, c'est compliqué et des fois, ça peut bloquer. Donc, en gros, là, le maximum que vous pouvez faire, je pense, avec une agence, et je parle sous un court terme, c'est de faire, on va dire, 20-30K par mois. Je pense que c'est réalisable. Mais pareil, vous allez quand même vendre votre temps. Je pense que ça, c'est la même chose. Et au bout d'un moment, votre scaling va être limité. Et le problème, c'est que justement, ça peut être vraiment fatigant dans le sens où à chaque fois que vous vous réveillez le matin, il faut aller chercher de nouveaux clients. Quand vous avez des clients, c'est cool. Mais quand il y a beaucoup moins de clients, c'est relou. Mais par contre, sur le long terme, et justement en termes de stabilité, en soi, je pense que c'est 2 bons business qui peuvent vous faire justement pas mal d'argent. Donc ça, c'est la première possibilité. C'est les 2 sujets généralement que je vois qui ressortent. Et généralement, c'est les problématiques. Et je vais voir si je vois d'autres problématiques ou d'autres avantages. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Maintenant, on va passer à l'e-commerce. Alors, l'e-commerce, c'est, je trouve, le meilleur business pour learn. Donc, pour apprendre, c'est le meilleur business. L'avantage, c'est que vous allez vraiment toucher à tout. Donc, le fait de toucher à tout et justement voir les ads, par exemple, les ads, conversion, site, marketing, je vais mettre aussi les emails. En fait, ça, réellement, pour moi, c'est la meilleure façon
Et même encore aujourd'hui, les gens ils disent que ça marche plus, etc. Mais ça marche encore. C'est la meilleure façon pour se dire je serai jamais broke. Et moi c'est ce que je me dis et c'est ce que je me disais. Enfin maintenant je me dis plus trop ça parce que je veux faire des choses plus grandes. Mais je me disais au pire des cas, en vrai si je sais plus quoi faire, je fais juste du consulting ou même juste du freelance sur des sujets que je maîtrise. Par exemple le CRO opérationnel aussi. L'opérationnel c'est super important. Mais moi par exemple je sais que sur l'opérationnel, sur un site qui scale, je peux gravement aider et juste me faire payer très cher pour ça. Pareil, il y a des gens qui sont excellents dans les ads, ils peuvent se faire payer pour ça. Pareil pour les emails, c'est la même chose. Donc en gros déjà, l'avantage de l'e-commerce, c'est que vous allez apprendre un tas de choses, mais super rapidement. Et donc du coup, pour apprendre, c'est clairement la meilleure école. Enfin, je trouve que c'est le meilleur business à commencer. Donc forcément, il y a des inconvénients dans le sens où si vous êtes mal éduqué, forcément ça peut poser problème et vous allez au final soit écouter les mauvaises personnes, vous focus sur les mauvaises choses et ça va être assez dur. Ce qu'il faut trouver en fait c'est le produit, c'est le produit winner en fait qui est le plus dur à trouver, le premier produit. Et une fois que vous avez le produit winner, en vrai ça simplifie beaucoup de choses. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai déjà vu des gens qui étaient très intelligents avec un produit, très intelligents ou même bien éduqués avec un produit de merde qui forçait et au final ça fonctionnait pas. Et j'ai déjà vu des gens qui n'étaient pas très très malins, mais ils avaient juste le bon produit entre les mains et ça leur permettait de vendre. Le produit c'est la base de ce que vous faites et si vous avez un bon produit, ça va résoudre un paquet de problèmes. Et même justement quand j'ai commencé dans l'e-commerce et quand je prenais des influenceurs et que justement c'était la période 2019 où ça explosait, et c'était ça l'avantage, c'est que quand vous aviez un produit qui fonctionnait, vous pouvez tester tout et n'importe quoi en termes de marketing et de créatif. C'est ça justement la puissance, c'est que vous êtes en position de force, vous pouvez tout tester. Au niveau des créatifs, vous pouvez être aussi vraiment créatif, donc ça c'est vraiment bien. Et avoir le produit winner pour moi c'est la base et c'est ça qui fait toute la différence. Donc maintenant en termes de finances, je pense que c'est assez facile de faire 30 à 50K de chiffre d'affaires, donc après c'est pas du bénéfice net, mais en gros faire entre 10 et minimum on va dire 20K de chiffre de bénéfice par mois. Je pense que c'est facilement atteignable, donc il faudra peut-être faire un peu plus que ça, mais c'est facilement atteignable dans le sens où quand vous regardez les chiffres, combien il faut par exemple pour faire, on va dire 30 000 de chiffre d'affaires si votre panier moyen il est à 50, il vous faut 600 commandes par jour, 600 commandes par mois, pardon. Donc 100 commandes par mois, c'est vraiment pas énorme et pour moi c'est vraiment atteignable une fois que vous avez le produit winner et que vous avez la bonne recette au niveau des ads. Et du coup trouver votre source d'acquisition, mais généralement ce sera les ads. C'est les ads qui fonctionnent le mieux et la technique qui fonctionne le mieux aussi, c'est juste de regarder d'autres sites qui fonctionnent, s'en inspirer et pouvoir relancer quelque chose avec justement votre touche, soit sur un marché différent, soit avec une approche différente. Et au final, généralement c'est ça la recette qui marche le plus souvent. Donc quand vous continuez sur les chiffres, donc là ça c'est des chiffres qu'on peut atteindre, donc c'est cool, ça apporte un peu de liberté. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus stable comparé à une agence parce qu'il y a vraiment cette machine qui fonctionne pour vous, qui sont les ads. Et en vrai, c'est ça qui fait vraiment la différence, c'est que les ads, et quand vous êtes e-commerçant, et justement c'est un peu le piège dans lequel certaines personnes se retrouvent, c'est que les ads en fait ça peut être très puissant d'un côté, mais ça peut aussi être dévastateur dans le sens où l'agence, vous allez devoir travailler tous les jours parce que sinon, si vous travaillez pas, soit vous n'allez pas livrer les services que vous avez vendus, ou soit justement il n'y a pas d'argent qui va rentrer et donc du coup il n'y aura pas de nouveaux deals. Alors que justement avec les ads, c'est très facile de s'endormir parce que quand vous avez un produit winner et quand ça fonctionne super bien, en gros le désavantage du coup c'est que vous avez besoin de toucher ou pas beaucoup de choses en tout cas. Il y a beaucoup de personnes qui se disent j'ai rien à faire, mon site fonctionne. Mais sauf que le problème c'est que il faut se dire que ok super aujourd'hui ça fonctionne et c'est le moment parfait pour prendre l'avantage de scaler encore plus, de repousser les limites justement de ce que vous avez fait actuellement et aussi de continuer à chercher des nouvelles recettes, des nouvelles ads, des nouveaux angles qui vont pouvoir permettre de scaler tout simplement. Donc ça c'est super important et c'est là un peu le risque des ads. Mais les ads c'est le truc le plus cheaté au monde parce que c'est un vrai effet de levier et c'est l'argent quand vous dormez. Et ça je trouve que c'est important. Donc voilà, bien sûr sur l'e-commerce il faut quand même pas mal de paramètres pour que ça fonctionne. Donc déjà il faut une marge qui soit au-delà de 70%, donc plus de 70%. Il faut un panier moyen qui soit à plus de minimum $60. On va dire minimum $50, mais le plus vous avez, le mieux c'est. Et donc du coup, déjà, ça vous bloque parce que si vous n'avez pas un produit winner qui répond à ces critères-là, le moment où vous allez continuer à scaler, en fait, vous allez être bloqué parce que, en gros, quand vous allez arriver à un certain palier, vous allez devoir dépenser plus. Et peut-être que, par exemple, justement, pour scaler de, on va dire, 80K à 300K par mois, il va falloir réduire vos marges. Sauf que si vous êtes limité au niveau de vos marges à cause de votre coût produit et de votre expédition, en fait, vous allez vous retrouver bloqué. Et même si votre panier moyen il est trop faible, des fois, vous allez vous retrouver juste et quand vous augmentez trop le budget, vous allez rapidement perdre de l'argent. Donc en gros, il y a certains paramètres à respecter, mais grosso modo, l'e-commerce, je trouve que c'est bien pour faire en gros du zéro, déjà pour 0 à on va dire 50K
c'est un super business, c'est le meilleur business même. Je parle de trésor perso, même en vrai, j'abuse, je dis 100K. Et ensuite après, je pense que par contre, le 1 million de bénéfices nets sur l'e-com, faut quand même faire beaucoup de chiffres. Sachant que si vous voulez faire, si par exemple vous faites 10 millions de chiffre d'affaires, au final, votre pourcentage de marge nette, au vu de ce que vous allez devoir recruter en termes d'opérationnel, et je dis pas qu'il n'y a pas des cas qui sont en dehors de ça, mais généralement, vous allez avoir 15% de marge nette. Donc en gros, 10 millions de CA, à la fin, en gros, la conséquence que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir 1,5 million de marge nette. Et ça, 15% déjà, c'est vraiment, vraiment bien. Impôts compris, TVA compris, etc. C'est vraiment, vraiment bien. Donc en gros, les 10 millions de CA, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font 10 millions de CA. Vous êtes déjà dans le top 1% en gros si vous faites 10 millions de CA par an. Donc clairement, faire 10 millions sous 2 ans, 3 ans, c'est possible. Faire 1,5 million, du coup, c'est possible aussi. Mais donc, en gros, devenir millionnaire juste grâce à l'e-commerce, c'est une possibilité. Mais il faut faire quand même beaucoup de chiffres et donc du coup, il faut avoir conscience de ça parce que se dire que vous allez faire 10 millions de CA avec 30% de marge nette, franchement, si vous pouvez le faire, c'est incroyable, mais ça court pas les rues et c'est pas tous les jours que vous allez pouvoir faire ça. Donc en gros, je pense que le truc qui est possible réellement, par exemple sur le marché français ou même à votre échelle ou même à une échelle juste réalisable sous 2-3 ans, c'est faire, on va dire, entre 500K à, on va dire même peut-être jusqu'à 1 million de bénéfices nets sous 2-3 ans. Ça, c'est possible. Et après, bien sûr, si vous continuez, si votre marque, vous la développez sur longtemps, vous pouvez faire encore plus. Même sur des périodes où certains produits, ça peut exploser et faire encore plus que ça. Mais je pense que ça, c'est un objectif cohérent et réalisable. Ensuite, après, il y a le côté valorisation. Donc pour moi, le côté valorisation, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est une marque FR, acheteur FR. Donc regardez juste les reventes de marques e-commerce en France. Si vous pensez que si vous faites par exemple 10 millions de CA, vous allez la revendre, je sais pas, 2-3 millions, regardez juste le marché et les exemples. Et si vous n'avez pas d'exemple qui prouve votre supposition, bah en gros, votre supposition, elle est fausse. Donc juste concentrez-vous là-dessus et assurez-vous que si, par exemple, moi j'ai essayé de vendre un SaaS, là, juste un MVP sur Acquire, et ben tout simplement, c'est impossible de le revendre à des Américains. Ils ne sont pas intéressés par le marché français. Donc juste, ayez conscience de ça. Par contre, si votre marque est sur le marché US, bah du coup, là, c'est différent. Et vous avez possibilité de le vendre sur le marché US. Mais il faut vraiment prendre ça en compte, c'est que le marché sur lequel vous êtes va dépendre aussi de la valorisation et ce que vous allez pouvoir en tirer. Et généralement, les marques e-com, en vrai, ça fait depuis 2017, j'ai pas 30 000 personnes autour de moi qui ont vendu des marques e-commerce. Et même ceux qui font beaucoup de chiffres, ils ont eu je connais certains qui ont eu des offres, mais en termes de revente pure, il n'y en a pas eu. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Et peut-être que ça arrivera dans les mois à venir et dans les années à venir, et je l'espère. Mais juste, ce cas-là, il n'est pas encore arrivé. Donc du coup, vous ne basez pas trop sur le côté valorisation. Ensuite, on a les SaaS. Donc là, les SaaS, c'est super intéressant. Je vais juste découper les SaaS en deux parties. Il y a le B2C et il y a le B2B. Moi, j'ai fait un peu des deux. Et en vrai, c'est là où justement, je pense que je peux apporter encore plus d'exemples. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur le B2C, c'est que vous allez être en compétition avec Netflix. Pourquoi je parle de compétition avec Netflix? Sur le churn. Le churn, c'est le taux de personnes qui se désabonnent sur votre outil. Concu avec Netflix. Parce que généralement, quand vous allez chercher une personne qui ne va pas faire de l'argent avec votre tool ou qui ne va pas être un professionnel, lui, sa réflexion, c'est dans les 3/4 du temps, j'ai pas beaucoup d'argent. Et donc, du coup, quand je dois faire des économies, et ben, en gros, les premiers que vous allez couper, ça va être votre SaaS B2C. Donc qui va cibler directement des clients. Donc là, le désavantage que moi j'ai vu sur tous les cas d'école que j'ai vus, c'est qu'avoir un churn inférieur à 20%, c'est quand même compliqué, plus de 20% de churn. Malgré tout ce que vous allez pouvoir faire, le churn il va être forcément plus élevé. Par contre, au niveau de l'acquisition, ça va être bien plus simple que si vous faites du B2B. Parce que du coup, vous allez pouvoir cibler forcément des particuliers, il y en a plus que des sociétés. Et donc du coup, l'acquisition bien plus simple et faire du volume en termes par contre de MRR, c'est vraiment plus simple. Et justement, faire 50K, il y a différents cas qui peuvent être différents, mais faire 50K sur du B2C, je pense que c'est beaucoup plus atteignable rapidement que du B2B. B2B, je pense qu'une fois qu'on a trouvé la recette, 50K MRR et même vous facturez du gros panier moyen, ça arrive vite. Mais je trouve que B2C, c'est vraiment le plus simple pour justement faire du chiffre assez rapidement. Moi, clairement, je trouve que le B2C, c'est super bien parce que ça va vite. Donc là, je pense que ça, c'est atteignable en vrai sous moins d'un an. Si vous avez le bon produit, c'est vraiment atteignable. Et donc du coup, si je vais de l'autre côté, là, au niveau du churn, en vrai, c'est super simple d'être en dessous de moins de 10%, qui sont justement les critères. Forcément aussi, il y a le côté revente. Là, c'est un peu point d'interrogation parce que B2C et donc du coup churn élevé. Et comme il y a un churn élevé, forcément, ça va poser problème à certains. Donc ça, faut le prendre en compte. Et par contre, le B2B, comme
vous allez avoir revente plus. Ça, c'est super intéressant et ça se revend généralement super bien. Et moi, pour vous donner un exemple, des SaaS, juste la valorisation en général, bah forcément déjà, un SaaS B2C sera quand même plus simple à revendre qu'un e-commerce. Parce que du coup, il y a de l'ARR, parce que c'est du récurrent. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc je pense que c'est le premier aussi avantage que j'ai pas mis. Mais les SaaS en général, le gros avantage, c'est récurrent. De toute façon, c'est le nom du business, mais le récurrent, c'est juste dingue. La LTV, par exemple, sur un business physique, LTV, elle est énorme. Je le vois directement. C'est super simple d'arriver à des LTV minimum de 400 $, et encore, c'est rien. Mais en gros, vraiment, les gens restent abonnés et se désabonnent pas. Donc ça, c'est juste ouf. Par contre, l'acquisition en B2B, bah, elle est clairement beaucoup plus compliquée parce que, par exemple, si on veut cibler, et moi, dans un business là, que j'ai testé de lancer, c'était du coup des programmes de fidélité qui s'appellent Fidelio, des programmes de fidélité pour les commerces physiques. Aller cibler des commerces physiques, c'est beaucoup plus dur qu'aller cibler des personnes, par exemple, qui sont sur Internet et une communauté qui va être typiquement, je sais pas, des e-commerçants. Bah, par exemple, cibler des e-commerçants et cibler 50 000 e-commerçants, c'est 100 fois plus simple que cibler 50 000 business physiques et des petits commerçants. Donc déjà, il y a ça, cette grosse diff. Une fois que vous allez trouver la recette sous 2-3 ans, c'est même 2 ans en vrai. 2 ans, c'est atteignable. Il y a certains qui vont me dire j'abuse, mais en vrai, 2-3 ans, c'est faisable. Donc en gros, déjà, c'est les grosses différences que je vois entre les deux. Je regarde si c'est ce que je vois. Je pense que les SaaS, le désavantage aussi, c'est les investissements. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ici, en gros, il n'y a pas d'invest, ou très peu. Ici, on peut commencer avec, je pense qu'on peut commencer avec 5K, entre 5 et 10K en vrai, ou même peut-être un peu moins, mais c'est possible de réussir avec moins, mais en vrai, on va dire minimum 2K, et en gros, pour être bien, entre 5 à 10K. Par contre, le SaaS, moi, je vous conseille minimum 10K, parce que, et encore minimum 10K, c'est vraiment rien, mais juste, soit il vous faut le produit ou la connaissance de la niche pour justement que en fait, il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps dans les étapes. Si vous faites le process classique, au final, vous allez vous retrouver bloqué. Donc, plus de 10K au niveau de l'invest. Aussi, je pense que sur les deux, le plus important, c'est un peu cliché, mais product market fit. Je pense qu'une fois que vous avez le product market fit et que vous avez le bon produit et que juste en gros ça répond à la demande, tout se simplifie et c'est ça ce qu'il faut aller chercher. Alors que le produit c'est quand même plus simple de trouver le product market fit, alors que le SaaS, faut quand même creuser et ça prend du temps. Et c'est beaucoup d'écoute de clients, de retour, de feedback. Mais par contre, une fois que vous l'avez, ça fait clairement toute la diff. Donc prenez ça en compte aussi, que ça fait clairement la diff sur les deux. Et c'est ça qui va vous amener justement à exploser vos chiffres, et le plus vous arrivez au product market fit, le plus vite vous ferez justement des gros chiffres. Donc maintenant, je vais juste faire le résumé des 4 business et qu'est-ce que je ferai en fonction de la situation. Donc si j'ai pas d'investissement, j'apprends une compétence, je me lance en tant que freelance. Derrière, si je veux scaler, je lance une agence. Si justement je veux pas vendre mon temps et je veux pas me retrouver bloqué, potentiellement, je peux lancer l'e-commerce. Ça va être plus dur que ça, forcément. Il y aura beaucoup plus de choses à gérer, comme je l'ai montré juste ici. Par contre, vous allez apprendre un paquet de trucs. Et je pense que sur le long terme, vous allez gagner. Et à partir du moment où vous avez trouvé votre produit et que vous êtes assez smart, en vrai, vous allez vous en sortir. Et ensuite, ça, c'est le business d'après. Et je pense que justement, c'est vraiment le business ultime. C'est le SaaS, le récurrent. Pourquoi ? Parce qu'il y a la valorisation. Forcément, la valorisation, elle est beaucoup plus importante que sur n'importe quel autre business que j'ai montré ici. Surtout tous les business reliés à Internet, c'est le SaaS qui est le plus prestigieux. SaaS aux US, c'est encore mieux. Mais du coup, pour commencer, ça peut être bien d'avoir de l'expérience B2C et justement de vraiment se casser la gueule. Et c'est pour ça, plus vous avez d'argent, mieux c'est, dans le sens où le but, moi, ce que je me suis dit quand je me suis lancé dans les SaaS, c'est je vais tout maîtriser. J'avais aucune expérience, je venais de l'e-commerce et justement je me suis dit ok, comment j'apprends le plus rapidement possible. Au final, je me suis lancé dans du B2C à comprendre ce qui fonctionnait pas, les problématiques, et vraiment juste tout apprendre. Et derrière, maintenant je me concentre sur du B2B et pouvoir justement scaler du B2B, parce que le B2B en termes de revente, c'est juste ouf. Et pour moi, faire un exit à plus de 10 millions déjà, je pense que justement c'est le truc le plus simple de tous les schémas. Après, forcément ça reste compliqué, mais en tout cas, si vous voulez atteindre 10 millions de revente et revendre un outil, clairement c'est le B2B SaaS qui va vous faire la différence, parce que revendre un B2C 10 millions, en vrai, il faut vraiment faire beaucoup de chiffres et avoir un produit qui soit vraiment sexy. Et là, potentiellement, sur l'e-com, en vrai, c'est très compliqué d'atteindre ce chiffre-là. Et pareil pour les freelance agences, en vrai, c'est compliqué aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Le but, c'est vraiment là juste de vider mon cerveau et vous parler de tous les différents business, les avantages, les inconvénients que j'ai vus. Si ce genre de vidéo-là vous plaise, n'hésitez pas à me le partager. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Thomas. Ciao, ciao.